Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo, ou nous parlons toujours de la République démocratique du Congo, puisqu'on en parlait avant d'aller à la pause pour le journal. Troisième sujet, Cyril Ramaphosa réitère son soutien à Félix Tshisekedi. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa fait face aux critiques de la classe politique sud-africaine par rapport à la décision de l'Afrique du Sud d'envoyer des militaires combattre aux côtés des soldats de la République démocratique du Congo dans ce conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face à ces critiques, Cyril Ramaphosa a une nouvelle fois pris la parole et ce lundi, il déclarait que la mission prendra fin en fonction de la mise en œuvre des diverses mesures de confiance et lorsque le cessez-le-feu auquel nous avons appelé prendra racine, puisque l'Afrique du Sud appelle également à ce cessez-le-feu, mais en attendant que le cessez-le-feu ne soit mis en œuvre, a envoyé des militaires sur le front. L'Afrique du Sud ne relâchera pas son soutien au peuple de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé le président Cyril Ramaphosa ce lundi lors d'une conférence de presse. Je le rappelle, 14 militaires sud-africains ont été tués dans ces combats dans l'Est de la République démocratique du Congo, de quoi susciter des réactions de la classe politique sud-africaine qui estime qu'il n'est pas bien d'envoyer des militaires sud-africains aller mourir sur le front en République démocratique du Congo. Adam. Oui, bien évidemment, c'est un peu l'approche de nos oppositions dans la plupart des pays. D'abord, il faut prendre l'Afrique du Sud dans sa configuration. C'est une puissance africaine. D'ailleurs même, certains même tendent à le présenter comme la toute première puissance de l'Afrique. Mais il serait quand même déshonorant que l'Afrique du Sud puisse être dans une communauté qui, en réalité, devait intervenir pour la résolution d'une crise qui touche l'un de ces pays et que cette puissance-là ne puisse pas s'exprimer. Et je pense que cette position de l'Afrique du Sud, de mon point de vue, devait faire tache d'huile et inspirer d'ailleurs même d'autres communautés qui, en réalité, lorsque ces gens... fait partie des pays, des rares pays qui se sont prononcés clairement dans ce conflit, les rares pays africains qui sont clairement prononcés. Oui, c'est pourquoi je le dis. Nous n'allons pas prendre, en tout cas, les pays africains dans leur globalité, mais quand même nous prenons, en tout cas, les communautés dont la RDC fait partie. Et ces communautés-là, je le dis, étant donné que c'est l'une des puissances africaines, ils devaient donc s'exprimer et sa voix passe plus que les autres, avant même de voir l'échelle même continentale. Donc, de ce point de vue, je pense qu'à partir du moment où la question est posée clairement, puisque partout avant même l'intervention, même avant la demande de pouvoir faire des contributions pour, en réalité, enrayer, en tout cas, cette crise-là, puisque c'est là où la question se pose. La question ne se pose pas en termes de support d'un État à un autre, puisque aujourd'hui, ce n'est pas, si nous en tenons donc au propos de Paul Kagame, en réalité, ce n'est pas une crise qui oppose un État à un autre. Donc, quelque part... Ça, c'est selon la version Paul Kagame. Tout à fait. Et la version d'ailleurs même scientifique, si nous prenons Paul Kagame, étant donné qu'il y a des approches qui le mettent en cause, mais en réalité, il dit non. Ça voudrait dire quelque part que nous sommes en face des ennemis d'une république et dont la contribution de tous les États d'une communauté peuvent donc intervenir pour enrayer donc cette crise-là. Donc, je pense que la position de l'Afrique du Sud se situe là. Donc, en réalité, lorsque nous prenons la classe politique qui estime en réalité, d'un point de vue que voilà, la crise oppose la RDC à Kigali ou le Rwanda, je pense qu'ils sont dans une approche qui, en réalité, n'intéresse guère l'Afrique du Sud, qui a pris la position, en tout cas scientifique. Et je pense que, de ce point de vue, il y a lieu quand même que Ramaphosa puisse dire encore clairement que l'Afrique du Sud réitère sa position de puissance africaine et à partir du moment où l'un des États auxquels il appartient, en tout cas les subdivisions sous-régionales auxquelles l'Afrique du Sud appartient, il n'y a pas lieu que cette puissance continentale puisse donc se taire et que des bandits, nous pouvons donc les appeler comme tels, puisque à partir du moment où le M23 est considéré comme un groupe armé, il y a lieu quand même que l'Afrique du Sud puisse quand même faire prévaloir sa puissance pour aider un pays en difficulté à arrêter cette crise-là. Donc je pense que Cyril Ramaphosa est dans ce positionnement-là. Il n'est pas dans un positionnement où les opposants tentent donc de pouvoir donc
inciter deux pays qui ne sont pas en tout cas en conflit de pouvoir l'être et dire que voilà, l'Afrique du Sud n'a pas droit d'envoyer un contingent, donc résoudre une crise qui en tout cas tend à ne pas s'enrayer de sitôt. Alors, Sana, la crise en République démocratique du Congo suscite des réactions en Afrique du Sud. L'opposition politique critique le choix du président sud-africain Cyril Ramaphosa d'envoyer des militaires sur le front. On note que 14 militaires sud-africains sont morts dans les combats ces derniers jours. De quoi susciter des réactions des hommes politiques sud-africains. Cela ne suffit pas, en tout cas, pour mettre à mal la détermination du président sud-africain Cyril Ramaphosa à soutenir la RDC. Oui, tout d'abord, il faut comprendre la position des opposants de M. Cyril Ramaphosa. Quand c'est normal, quand vous envoyez vos militaires à l'étranger et que 14... Le micro, s'il vous plaît. Oui, en fait, je disais que c'est normal la position des opposants de M. Cyril Ramaphosa, puisque quand vous envoyez des militaires à l'étranger, dont 14 se font assassiner, forcément, il y aura des remous au sein de la classe politique. Il va falloir donner des explications. Et quand vous tenez à maintenir la présence de votre armée pour soutenir le Rwanda, c'est normal que le sujet fasse débat. Et d'aucuns seraient, n'est-ce pas, amenés à dire qu'il fallait plus d'assurance pour s'assurer que le sort de ces 14-là ne soit pas étendu au reste du contingent. Et il faut aussi, n'est-ce pas, comprendre la position de M. Cyril Ramaphosa, puisque quand vous êtes le président d'un État qui se veut être une puissance sous-régionale, il faut qu'elle se comporte comme telle. Et comme l'a si bien dit Adjonou, c'est-à-dire cela va dans le sens où envoyer des soutiens militaires aux États en difficulté autour de vous. Mais aujourd'hui, dire simplement que l'Afrique du Sud ne va pas délaisser ou bien ne va pas baisser son soutien vis-à-vis de la RDC concrètement sur le terrain, ça veut dire quoi? Est-ce que ces simples déclarations suffiront à inverser la tendance? C'est qu'ils vont continuer à envoyer le matériel, à envoyer les militaires s'il le faut, ou à changer, à faire des rotations des troupes pour que, jusqu'à ce que la situation ne se stabilise, l'Afrique du Sud soit du côté de la RDC. Moi, je vois mal l'horizon de ce problème se résoudre parce que le maillage, la connaissance du terrain par le M23 ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis comment on appelle la déchéance de Mobutu du pouvoir. Donc, depuis les années 97 jusqu'alors, vous voyez le temps, c'est-à-dire... Donc, ils maîtrisent mieux le terrain que les forces étrangères qui viennent. Tout à fait. Et comment va s'organiser cette riposte-là? Est-ce que ça va consister à aller larguer le matériel à Kinshasa, à Goma, etc. Moi, je pense sincèrement, si on doit opter pour l'option militaire, ça risque d'embraser la région. Parce que pour affaiblir vraiment le M23, il va falloir d'abord affaiblir le Rwanda. Et affaiblir le Rwanda, ça veut dire faire la guerre au Rwanda. Et ce qui va vraiment embraser la sous-région. Et avec des conséquences dont personne ne peut prévoir. Et je pense sincèrement, comme je l'ai dit dans l'autre sujet qui concerne toujours le Rwanda, il faut privilégier la voie du dialogue, unifier la classe politique et avancer sur cette base-là. Et pourquoi pas aller vers des États fédéraux. Vous savez, quand vous avez un État-continent, tous les États-continents, comme tels, se sont organisés en États fédéraux. Vous avez par exemple le cas du Nigeria qui a su éviter la guerre civile en créant des États fédéraux où il a su par leur génie créer au moins un État qui regroupe les ethnies. Et ça a permis d'éviter beaucoup de choses. Peut-être, et à l'avenir, il faut penser à aller vers ce modèle-là qui donne assez d'autonomie à ces États-là pour s'organiser en fonction de leur spécificité, parfois ethnique, parfois endogène.
Merci beaucoup à vous, Sana. Gabé Adjaro, quoi qu'il se passe, Cyril Ramaphosa est décidé à soutenir la République démocratique du Congo. Ces militaires, 14 d'entre eux ont été tués sur le terrain, de quoi susciter des réactions dans la classe politique sud-africaine. Mais cela ne suffit pas pour éteindre cette envie de Cyril Ramaphosa de se tenir aux côtés de Félix Tshisekedi. Oui, c'est dans la difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Et Cyril Ramaphosa, par l'Afrique du Sud, elle a si bien montré que peu importe ce qu'il arrive, malgré les morts dans son contingent, il va continuer quand même pas à supporter la RDC. Ça veut dire que parmi les 16 pays, en dehors de la RDC, les 15 pays restants de la SADC, au moins il y a un pays sur qui la RDC peut compter. Et c'est l'Afrique du Sud, c'est pratiquement la première puissance africaine. Et je pense que c'est une très bonne chose quand un pays s'organise à pouvoir aider son prochain et à rompre pratiquement ses relations diplomatiques avec le Rwanda. Moi, ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est le Rwanda de Paul Kagame qui a eu à subir quand même un génocide, qui a eu à vivre des situations difficiles, qui aujourd'hui se met dans la posture du bourreau. Et sincèrement, je n'arrive surtout pas à comprendre pourquoi il prend cette posture-là, puisque pratiquement tous les rapports internationaux citent que le Rwanda est en train d'aider le M23 et les groupes rebelles là à déstabiliser la RDC. Donc aujourd'hui, en attendant que peut-être il y ait un cessez-le-feu ou bien qu'il y a une table ronde autour de laquelle on va dialoguer, au moins il faut arriver à opposer une résistance et au moins il faut arriver à aider cet État-là. Donc ce n'est pas une question d'appartenir à une communauté qui n'a pas encore décidé, mais c'est une question de relation bilatérale entre deux pays. Et quand tu vois un frère qui est dans des problèmes et qui t'appelle au secours, la moindre des choses c'est de répondre. Et puis après, si vous allez trouver des solutions, vous allez trouver ces solutions-là. Donc moi, je pense que Cyril Ramaphosa a très bien fait. Et les Sud-Africains, c'est tout à fait normal qu'ils se fâchent par rapport à cette situation parce que ce sont les leurs qui sont décédés sur le champ de bataille. Mais il va falloir qu'à un moment donné, ils se mettent aussi à la place de la RDC. Et pourquoi pas, si c'était nous, est-ce que la RDC va nous assister ou pas? Donc à un moment donné, je pense que Cyril Ramaphosa a très bien fait. On sait très bien aussi qu'il y a des leaders du RNC rwandais qui étaient morts en Afrique du Sud. Après, on a cité la complicité. Il y a des faits de mémoire qu'il faut considérer. Oui, mais il y a tellement de choses aujourd'hui. L'Afrique du Sud a envie de laver quand même son affront, de laver son nom, et pour ne pas s'inscrire médiocrement dans l'histoire. Donc à un moment donné, je pense que il faut féliciter l'Afrique du Sud qui a pris cette décision-là d'aider la RDC à pouvoir se sortir de cette situation, même si ça n'apporte pas encore de résultats. J'espère qu'avec ça, il y aura d'autres États qui vont pouvoir suivre la cadence et pour apporter le cessez-le-feu, ne serait-ce que cela en attendant. Merci beaucoup. À vous tous, Sana, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Moi, je voulais juste dire que, en fait, l'Afrique du Sud n'est pas la première puissance africaine. Puisque la première puissance militaire africaine, non, je ne parlais pas de militaire. Je développe. La première puissance militaire africaine, c'est l'Égypte. La première puissance économique en Afrique, c'est les Seychelles. La première puissance démographique en Afrique, c'est le Nigeria. Peut-être première puissance régionale, mais pas africaine. Merci beaucoup pour la précision. Nous allons marquer la pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.